Bonjour tout le monde, belle journée, j'espère que tout le monde va bien. Merci d'être ici dans cette session très spéciale d'aujourd'hui. Donc appelée par le caucus des femmes et le grand groupe des femmes de la CNUC, c'est un véritable plaisir de vous retrouver ici aujourd'hui pour donc cette session concentrée sur les plans d'action genre et les différents apprentissages que nous avons eus au travers de nos expériences pour renforcer notre plaidoyer. Je suis donc Amélia Reguin, coordinatrice du caucus des femmes de la CDB, et je suis ici présente avec ma collègue Michine Singano, qui est aussi coordinatrice donc du grand groupe des femmes. Et nous avons également Fatima Ishrouti du caucus des femmes ici pour nous soutenir. Et nous vous présenterons les autres collègues qui vont partager aujourd'hui. Alors, quelques mots avant de commencer au niveau de l'organisation. Alors, avant tout, nous vous invitons vraiment à à allumer vos caméras pour vraiment nous assurer de savoir qui participe à cet appel au moins pendant 1 minute, parce que comme vous le savez, ces dernières semaines, il y a eu des attaques dans différents webinaires et nous souhaitons vraiment que ces espaces soient sûrs. Étant donné la nature de notre travail, de nos groupes et de nos échanges. Donc nous voulons vraiment créer un espace sûr, éviter tout risque, et donc c'est pourquoi nous vous demandons de bien vouloir allumer vos caméras au moins pendant 1 minute pour que mes collègues puissent donc passer en revue les personnes ici présentes et nous assurer que tout le monde ici soit bien des personnes humaines, qui soient ici donc avec de bonnes intentions. Hein. Il vaut mieux prévenir que regretter par la suite. Donc merci de votre compréhension. Je vais donc répéter cela pour les personnes qui sont en cours, qui viennent d'arriver. Hein. Donc, nous vous demandons d'allumer vos caméras pendant quelques secondes, peut-être 1 minute, si vous le pouvez, pour nous assurer que les personnes ici présentes soient bien des personnes humaines, pour vraiment maintenir la sûreté de cet espace, étant donné des attaques qui ont eu lieu ces dernières semaines dans différents webinaires dans le monde entier. Et je devrais peut-être commencer aussi par dire que vous aurez accès aujourd'hui à l'interprétation en anglais, espagnol et français, en espérant que vous soyez familière avec une de ces 3 langues pour pouvoir suivre les conversations d'aujourd'hui. Nous enregistrerons ces sessions car nous savons qu'il y a d'autres collègues intéressés par ces échanges qui peut-être ne peuvent pas être là aujourd'hui. Nous vous invitons également à envoyer vos commentaires, vos questions dans le chat, et bien entendu, nous essaierons de prendre un temps de discussion. Il y aura un temps de questions-réponses prévu pour cette session. Mais si vous avez des choses importantes à partager, n'hésitez pas à utiliser le chat pour cela. Et c'est vraiment un plaisir de vous voir. Merci encore d'avoir joué le jeu et d'avoir allumé vos caméras au moins pendant quelques secondes. Nous aurons également un temps de partage en petits groupes de travail. Donc, n'hésitez pas à nous le faire savoir si vous préférez une langue ou une autre. Si vous n'êtes pas commode avec l'anglais, n'hésitez pas donc à mettre votre langue de préférence à côté de votre nom et de vous renommer donc dans Zoom et écrire français ou espagnol ou anglais selon votre langue de préférence. Merci beaucoup pour cela et je pense que nous pouvons maintenant commencer.
Alors, quels sont les objectifs pour la session d'aujourd'hui? Eh bien, il s'agit d'identifier des leçons clés et des meilleures pratiques de nos différentes expériences avec les plans d'action genre de la CDB et donc le processus des négociations qui ont soutenu ces plans d'action. Nous sommes maintenant à 3 ans de la mise en œuvre de ces plans d'action genre. Et il s'agit également de savoir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et ce que nous pouvons renforcer ensemble pour que cela fonctionne mieux. Et du côté du climat, eh bien, nous aurons également une intervention de Mrs. Ngano, qui est coordinatrice du groupe Femmes et Genre, qui nous parlera donc de l'état des négociations, ce qu'il se passe et ce que nous pourrions faire pour répondre à de possibles lacunes dans le processus du plan d'action genre de la CNUC. L'idée de cette session est aussi de renforcer la collaboration entre les grands groupes des 2 conventions de Rio. Et nous pouvons donc passer à l'agenda d'aujourd'hui. Vous pouvez voir que nous aurons également une autre intervention de donc la recherche TMG grâce à notre collègue Ilse Pelkman qui nous donnera un point d'entrée pour pouvoir unir pas seulement les plans d'action sur la biodiversité et le climat, mais aussi avec les plans d'action genre de la CNUC, principalement sur les droits fonciers des femmes. Donc voilà un peu notre agenda pour aujourd'hui. Nous espérons que cette session puisse être suffisamment interactive pour que ce ne soit pas seulement une écoute de présentation, mais que nous puissions également collecter vos expériences. Même si, bien entendu, nous n'avons qu'1 heure et demie aujourd'hui. Mais j'espère que nous pourrons avoir suffisamment de temps pour que toutes les personnes puissent s'exprimer et que les personnes qui souhaitent partager leurs expériences puissent le faire, que ce soit lors des questions-réponses ou dans les petits groupes de travail. Passons donc maintenant à la diapositive suivante et nous allons vous proposer un premier sondage. Et pour cela, je vais laisser la parole à Shruti qui va vous guider donc dans ce sondage. Merci encore et bienvenue à tout le monde. Merci beaucoup Amélia, bonjour, bon après-midi, bonsoir selon où vous vous trouvez dans le monde aujourd'hui. Alors, bien entendu, il y a tellement de choses qui se passent en ce moment, mais je souhaitais commencer par un sondage pour savoir un peu où nous en sommes en termes de compréhension de ce qu'il se passe autour donc, de ces plans d'action genre. Alors voilà la première question qui arrive à l'écran. Alors la question est: dans quelle mesure connaissez-vous les objectifs et les contenus des plans d'action genre de la CDB et de la CNUC? Alors ce sondage est plutôt pour avoir un aperçu de votre niveau de familiarité avec ces plans d'action. Donc les réponses possibles d'une très bonne connaissance à une réponse qui dit je ne les connais pas du tout. N'hésitez pas à répondre, nous allons attendre quelques secondes pour vous laisser le temps de répondre à ce sondage. Alors, nous avons une majorité de personnes donc, qui en ont entendu parler, mais qui ne les connaissent pas forcément en détail. Mais c'était très intéressant de savoir que vous êtes familière avec au moins l'une de ces 2 conventions. Alors l'idée de cette session est aussi que vous puissiez renforcer vos connaissances des plans d'action donc de ces 2 conventions. Et si vous êtes d'accord, je souhaiterais donc passer au sondage suivant.
Alors, Shruti, si tu souhaites donc descendre sur ce même écran, tu trouveras la deuxième question. Parfait, merci beaucoup. Alors, la deuxième question est la suivante. Quel a été votre engagement jusqu'à aujourd'hui, donc dans les plans d'action genre? Alors, nous avons déjà plusieurs personnes ici présentes qui suivent les négociations, les discussions, d'autres qui contribuent à des actions de plaidoyer, à des soumissions. Nous avons également quelques personnes qui ont utilisé ces plans d'action genre dans le cadre d'actions de plaidoyer. Si c'est votre cas, eh bien, n'hésitez pas à nous donner plus de détails de votre expérience dans le chat. Cela sera très intéressant pour nous. Et d'autres personnes découvrent donc ces plans grâce aux réseaux sociaux, à des ateliers, à des webinaires comme celui-ci. Et enfin, la troisième question. Selon vous, quel est le domaine le plus important à inclure et à renforcer pour un nouveau plan d'action genre? Alors, très souvent, nous nous concentrons sur la mise en œuvre, c'est-à-dire de veiller à ce que les engagements se traduisent par des actions concrètes. Certaines personnes ici présentes soulignent également l'importance du financement, c'est-à-dire garantir des ressources durables pour l'égalité de genre. Nous avons également quelques réponses positives concernant le suivi et les indicateurs et donc la responsabilisation des institutions et des parties prenantes vis-à-vis de leurs engagements. Alors, je suis vraiment ravie de voir ce groupe si intéressant. Je pense que nous pouvons donc terminer ce sondage et puis partager les résultats avec tout le monde. Pour que vous puissiez donc voir les pourcentages des réponses. Cela nous permet vraiment donc d'avoir un aperçu général du groupe des personnes ici présentes. Alors, ne vous sentez pas mal si vous êtes seulement en train de découvrir tout cela. Au contraire, je suis vraiment ravie que vous soyez ici. C'est un bon endroit pour commencer à se familiariser avec ces sujets. Et puis de pouvoir avoir des échanges avec des personnes qui sont plus familières avec tout cela. Et nous serons disponibles si vous avez des questions de suivi, même à la suite de ce webinaire. Merci encore de votre participation. Amélia, je te rends la parole. Merci beaucoup, Shruti. Merci à toutes les personnes d'avoir répondu donc, à ces sondages. Cela est vraiment important pour nous pour orienter ces sessions. Et comme Shruti le disait, il ne s'agit pas donc d'un test de connaissances, bien au contraire, c'est simplement pour avoir un aperçu de l'engagement de tout le monde dans ces différents processus. Donc merci encore pour ce partage. Je vois qu'il y a déjà des commentaires, des questions dans le chat. N'hésitez pas à continuer à les partager. Cela nous aide aussi à comprendre d'une meilleure manière vos différentes perspectives sur les plans d'action genre. Alors, pour continuer, eh bien, j'ai le plaisir de lancer donc ce premier moment de ce webinaire et partager quelques expériences du côté de la CDB, principalement concernant la manière dont le plan d'action genre actuel a été négocié et donc toutes les coulisses de ces négociations. Alors, je sais que certaines personnes ici ne sont pas forcément familières avec cela. Je vais donc reprendre depuis la base pour les personnes qui connaissent déjà. Je suis désolée donc du doublon. C'est important pour nous que nous soyons toutes et tous ici sur la même page pour que nous puissions véritablement les utiliser dans notre plaidoyer, dans notre travail quotidien. Alors, un peu de contexte concernant la CDB et le plan d'action genre. Alors, le plan d'action genre actuel n'est pas l'unique, n'est pas le seul. En 2008, il
y a déjà eu un premier plan d'action genre qui était plutôt axé sur comment le secrétariat de la CDB pouvait intégrer de manière plus profonde le genre dans son travail quotidien. Donc cela a vraiment marqué un premier tournant sur l'intégration de mesures liées au genre dans la Convention. Suite à ce premier plan d'action, alors qui n'a pas forcément été complètement mis en œuvre, mais une fois qu'il est arrivé à son terme, eh bien la Convention a négocié un deuxième plan d'action genre prévu pour 2015 jusqu'à 2020. Donc il s'est terminé il y a à peine 5 ans et c'était un instrument donc pour 5 ans. Alors il y a eu de grandes améliorations par rapport au premier. Ce plan d'action prenait déjà en compte 4 grands objectifs au niveau des politiques, au niveau de l'organisation et au niveau global, mais aussi national. Il prenait également en compte la mise en œuvre et l'application du plan d'action. Et a véritablement considéré le caucus comme un acteur à part entière. Il était important donc d'intégrer les perspectives de genre, promouvoir l'égalité de genre, démontrer les bénéfices de l'intégration du genre et accroître l'efficacité des efforts de mise en œuvre. Et la question centrale était de quelle manière la perspective de genre pouvait rendre les politiques en matière de biodiversité plus efficaces. Il y a eu donc tout un processus de révision qui a été fait au cours de sa mise en œuvre, qui a montré que la seule intégration du genre dans les politiques n'était pas suffisante pour véritablement atteindre un objectif de transformation profonde qui était vraiment le cœur de notre plaidoyer. Lors du SBI, donc de l'organe subsidiaire de mise en œuvre qui avait eu lieu en 2018, lors de la révision de ce deuxième plan d'action genre, eh bien, ces réflexions sont devenues beaucoup plus fortes et donc demandaient un changement et il était vraiment clair que l'intégration du genre dans les politiques n'était pas suffisant. Alors la CDB était aussi en train de négocier à ce moment-là son cadre stratégique. Vous avez sûrement entendu parler donc du cadre mondial pour la biodiversité. Alors à ce moment-là, il commençait à être négocié. Et l'importance de tout notre travail était d'avoir des plans d'action genre beaucoup plus forts et plus efficaces. Et lors des discussions sur le cadre mondial pour la biodiversité, les discussions ont révélé l'importance d'un changement transformateur. Et les politiques qui n'intégraient pas la biodiversité ne pouvaient plus être acceptées. Et en tant que féministe, qu'organisation de plaidoyer, eh bien, nous avons demandé pas seulement une intégration de cette perspective dans les outils politiques, mais également des actions beaucoup plus ambitieuses. Donc voilà un peu pour vous montrer comment le processus a évolué, de quelle manière ces sujets ont été mis sur la table et révélés au cours de ces négociations. Et vous montrer que le processus même de la négociation du cadre mondial a été accompagné d'autres processus et de demandes que ce cadre soit développé de manière sensible au genre, qui intègre donc cette perspective à tous les niveaux. Donc tout cela pour dire que nous avions un contexte qui nous a permis de renforcer la discussion sur comment ou à quoi devrait ressembler le plan d'action suivant.
Nous avons eu une série d'ateliers avec des experts qui ont permis à différents experts, à différents secteurs de se réunir pour discuter ensemble et développer des stratégies. Et juste pour souligner le point que je viens de mentionner, c'est que le fait d'avoir des négociations plus fortes autour du cadre de la Convention pour la biodiversité nous a aidé à appeler un plan d'action genre qui aille au-delà de ce dont on avait l'habitude. Et dans le cadre des discussions sur le cadre, il y avait beaucoup de discussions autour des cibles sur l'égalité des genres. Et lorsque les négociations prenaient place, il y avait un grand point d'interrogation concernant l'égalité des sexes et comment est-ce qu'on pouvait l'obtenir, qu'est-ce qu'il fallait mettre en place et qu'est-ce que les partis pouvaient réaliser pour obtenir cette égalité en termes de genre. Et l'une des réponses à cela, c'était mettez en œuvre le plan d'action genre. Suivez les différentes étapes qui sont indiquées dans le plan d'action du genre. Et en faisant cela, en suivant les étapes du plan d'action pour le genre, alors vous pouvez réaliser la cible 22, ce qui était la cible 22 à l'époque et qui est devenue la cible 23 ensuite. Il y avait aussi une grande campagne qui a été organisée par plusieurs acteurs. Et ces acteurs sont notamment organisé le fait d'avoir des leaders, des champions du genre et qui se sont battus pour que les partis intègrent du travail sur la cible 22, qui est devenue ensuite la cible 23, et d'avoir des plans d'action genre qui guideraient la mise en œuvre de cette cible-là. Donc, regardons ce qui il y a exactement dans le texte du plan d'action pour le genre. Et je vous ai mis en avant 2 paragraphes de ce texte qui résonnent avec ce que je viens de vous dire. Donc, dans le texte, il y est indiqué que le plan d'action pour l'égalité des genres a pour but d'appuyer et de promouvoir la mise en œuvre respectueuse de l'égalité des genres du cadre mondial de la biodiversité de Montréal. Donc, si vous avez lu la cible 23, il est indiqué que dans la cible 23, il y est indiqué qu'il fallait soutenir l'égalité de genre et qu'il fallait la mettre en œuvre dans la mise en œuvre du cadre lui-même. Donc, il y a un peu comme un serpent, un cercle finalement. Donc, voilà ce qui est indiqué, que le cadre mondial de la biodiversité doit être mis en œuvre pour favoriser l'égalité des genres. Mais il y a une autre phrase qui est très importante pour nous, c'est que le plan d'action ne concerne pas que le cadre mondial pour la biodiversité, il va au-delà de ce cadre mondial stratégique, mais qu'il est aussi ce plan d'action pour le genre doit aussi favoriser une approche respectueuse de l'égalité de genre dans le cadre de l'application des mécanismes de mise en œuvre associés au cadre. Cela a donc trait aux autres textes qui sont associés au cadre mondial pour la biodiversité. Et donc, ces mécanismes-là sont là pour soutenir la mise en œuvre du cadre mondial. Et donc, ces autres instruments peuvent aussi être mis en œuvre en intégrant cette notion d'égalité des genres. Et donc, ce plan d'action pour le genre, de 2023 à 2030, a permis de faire un grand pas depuis les anciens plans d'action pour le genre, parce qu'à l'heure actuelle, c'est vraiment un instrument qui est plus stratégique et qui n'inclut pas seulement des objectifs, mais il contient également des actions indicatives, des livrables et aussi des chronologies suggérées et les acteurs qui pourraient les mettre en œuvre, les actions indicatives. Et cela, parce que les anciens plans d'action pour le genre n'identifiaient pas les acteurs et les acteurs qui étaient censés mettre en œuvre ces actions et dans quelle chronologie. Mais là, le plan d'action genre actuel permet un meilleur suivi et une meilleure responsabilité des parties et des personnes et des acteurs dont la responsabilité sera de mettre en œuvre ce plan d'action. Donc, pour vous partager comment le texte est structuré, il y a un premier résultat escompté qui
dans le texte qui dit que toutes les personnes, en particulier toutes les femmes et les filles, doivent avoir des occasions et des capacités égales de contribuer aux 3 objectifs de la Convention. Et pour vous partager une petite anecdote, c'est que la mention toutes les personnes, cette mention-là a mis très longtemps à être acceptée, parce que cette formule peut être interprétée de multiples façons. Et les partis pinaillaient à ce sujet-là. Et on sait que que cela pourrait inclure la biodiversité, parce que dans certains pays, la nature est une personne morale. Et donc, au lieu d'avoir la mention, au lieu de mentionner en particulier toutes les femmes et les filles dans toute leur diversité, mais simplement, c'est pour cela qu'on a indiqué la mention toutes les personnes, parce qu'on ne parle pas simplement parce qu'il y a de femmes et des filles dans toute leur diversité, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de résistance sur cette notion de diversité. Donc, je sais que l'un des notre panéliste va beaucoup parler de l'objectif 1 parce qu'il touche aux droits fonciers, mais je vais plutôt donc parler de l'objectif 5 parce que c'est l'une des réalisations dont nous sommes le plus fiers. Parce que ce plan d'action du genre en tant qu'instrument stratégique est l'un des rares qui parle des violences basées sur le genre. Et donc, l'objectif 5 de ce plan d'action pour le genre mentionne qu'il faut repérer, éliminer, prévenir et répondre à toutes les formes de discrimination et de violence fondées sur le genre. Et donc, nous avons vraiment fait usage de cet objectif 5 comme vraiment notre drapeau et notre argument crucial dans toutes les années depuis que ce plan d'action sur le genre a été adopté. Donc, je vais aller rapidement sur les 2 autres résultats escomptés. Le deuxième résultat escompté se concentre sur les politiques en matière de biodiversité et les décisions qui portent sur la planification et les programmes, en indiquant qu'ils doivent aborder équitablement les perspectives, les intérêts, les besoins et les droits de toutes les personnes, en particulier de toutes les femmes et les filles. Donc, le résultat escompté parlait des outils, répondre aux besoins, et d'avoir donc l'accès. Et le deuxième résultat parle donc des programmes et des planifications qui doivent être mises en place en intégrant les besoins particuliers de toutes les femmes et de toutes les filles. Donc l'objectif 1 parle des SPAMB et comment est-ce que les SPAMB devraient inclure les femmes et les filles et que les femmes et les filles devraient être intégrées dans tous les processus liés à la biodiversité. Ensuite, le troisième résultat escompté dit que des conditions favorables, le résultat escompté, c'est que des conditions favorables sont créées pour garantir une mise en œuvre du cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal, qui soit respectueuse de l'égalité des genres. Les différents objectifs parlent de renforcer les capacités nationales pour mettre en place des données ventilées par genre, de mettre en place une base de données qui soit factuelle. L'objectif 3 parle du soutien pour l'accès à l'information et à la participation publique des femmes et des filles. L'objectif 4 indique qu'il faut identifier les synergies, et c'est ce dont on va parler plus tard, dans les différents instruments des Nations Unies. Et l'objectif 6 mentionne le fait d'allouer des ressources humaines et financières qui soient adéquates pour soutenir la mise en œuvre du cadre mondial. Donc là, vous pouvez voir que le plan d'action sur le genre est vraiment passé d'intégrer l'égalité des genres dans les politiques à scruter toutes les différentes sphères et les différentes dimensions de changement qui doivent être mises en place pour que toutes les femmes et les filles soient soutenues de la façon adéquate pour vraiment participer à la vie politique et aux décisions internationales. Et donc, c'est comme cela que le plan d'action sur le genre est un instrument réellement stratégique. Je vais également prendre quelques instants
pour parler du plan d'action sur le genre jusqu'à 2030, ce qui a vraiment été, qui a vraiment impulsé un changement. Parce qu'il a indiqué des points focaux sur le genre et la biodiversité devaient être dessinés. Et ces points focaux devaient être le premier point de contact pour garantir que toutes ces mesures en termes de genre soient réellement mises en œuvre. Et enfin, sur ma dernière diapositive, c'est pour vous inviter à participer à notre campagne qui est Je suis une championne ou un champion du genre et de la biodiversité et qui a pour but de faire que le plan d'action pour le genre dans de la biodiversité ne se parte pas aux oubliettes. Et c'est donc pour rappeler aux différents acteurs, aux différents groupes que ce plan d'action sur le genre est là, parce que c'est quelque chose que beaucoup de groupes n'ont pas eu en tête récemment. Pourtant, c'est un document qui est solide, qui présente beaucoup d'opportunités, mais qui n'est pas une des priorités à mettre en œuvre. Et donc, je vous invite vraiment à rejoindre cette campagne qui invite non seulement les partis, mais tout le monde de la communauté environnementale pour s'inscrire en tant que champion ou championne de la biodiversité et du genre. Pour s'engager, si vous êtes dans une ONG ou si vous êtes dans un centre de recherche ou si vous faites partie d'une institution philanthropique, donc peu importe votre rôle, l'objectif c'est avec cette campagne, c'est de vous engager à lire tout le plan d'action du genre et à choisir les actions qui vous parlent et à les mettre en œuvre. Donc, je vais faire une pause maintenant. C'était vraiment pour vous partager le contexte et l'historique du plan d'action du genre et vous faire un peu un état des lieux sur le plaidoyer que nous sommes en train de faire à ce niveau-là, au niveau des différentes discussions de la CBD. Donc, je m'arrête là et je vais passer le micro à ma collègue Michi Singano du groupe Femmes et Genre de la CNUC. Elle va nous partager ce qu'il se passe à l'heure actuelle pour nous parler de l'état des négociations de la CNUC sur leur plan d'action pour le genre. Donc, on voit ton écran et on va bientôt donc t'entendre. Bonjour, je suis bien là. Juste un petit instant, le temps que je partage mon écran. Voilà. Ok. Merci beaucoup, Amélia. Je souhaite vous remercier pour l'organisation de cette session. C'est l'une des premières sessions entre le caucus des femmes et le groupe Genre et Action. Après, nous sommes aussi membres du caucus des femmes pour la CDB et ça a été vraiment génial de pouvoir suivre les progrès que nous avons réalisés. Et vraiment, bravo à Amélia et à toute l'équipe et à tous les collègues qui ont travaillé au sein du caucus des femmes pour le travail que vous avez fait. Et je voudrais vous demander de partager des stratégies que vous avez utilisées à Montréal dans la course pour l'adoption de la COP du plan 2022 et comment est-ce que nous avons travaillé pour la cible et tout le travail qui a été réalisé pour aboutir à ce plan d'action genre. C'est très important de comprendre les stratégies qui ont été mises en place et notamment nous, en tant que collègues, cet échange d'idées sera idéal pour nous permettre de faire progresser le plan d'action pour le genre de la CNUC. Donc, sans plus attendre, je vais vous partager ma présentation. J'ai pu voir que dans les questions qui ont été posées, il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent qu'un seul des plans d'action. Donc, comme vous l'avez pu le voir,
Dans la CNUC, nous l'appelons le plan genre action et le nom n'est pas le même entre les deux conventions. Donc, parmi les conventions de Rio, la CNUC était la seule qui n'avait pas de plan d'action sur le genre et pour le droit des femmes dès le début. Avant 2001, il n'y avait aucun langage, aucune formulation qui incluait le genre. Et donc, il y a eu beaucoup de travail qui a été mené, et notamment l'identification de cette lacune. Et cela n'a été qu'en 2010 que que lors de la COP16, il y a eu des décisions qui ont intégré le genre dans des problèmes comme l'adaptation et le renforcement des capacités. C'est à ce moment-là que ça a été intégré. Donc, nous avons travaillé avec beaucoup de groupes et donc maintenant, nous avons plus de 120 décisions dans la CNUC qui font référence à des sujets d'égalité de genre et dans différents points de négociation. Donc, nous avons travaillé auprès de la CNUC et nous avons travaillé à garantir que tous les items, tous les points du plan aient une mention du genre et incluent des notions d'égalité des genres. Donc, en termes de chronologie, voici un aperçu. Donc, la COP7, c'est la première fois où nous avons eu la première référence au genre en termes de participation des femmes. Ensuite, nous en avons parlé en 2022. Nous avons donc inscrit le fait de garantir la participation des femmes dans les décisions. Et cela, donc, lors de la COP 23, lors de la COP 20, nous avons eu le programme de travail de Lima. C'était un programme de travail de 2 ans qui a été renouvelé en 2016 et qui a été donc étendu pour 3 ans. Puis, une fois qu'ils ont adopté cette décision en 2016, ils ont décidé de créer un plan d'action sur le genre pour travailler sur les femmes et le genre. Donc, ce plan d'action sur le genre a été adopté en 2017. C'était un programme de 2 ans parce qu'il y a eu un an à combler entre la fin du programme d'action de Lima et la mise en œuvre du plan d'action sur le genre. Ensuite, en la COP 25, ils ont adopté le programme de travail de Lima amélioré et ses actions sur le genre. C'était donc un plan d'action qui était amélioré. Ensuite, en 2024, lors de la COP 29, nous avons adopté le renouvellement de ce plan d'action de travail de Lima pour 10 ans. Donc, il est important de faire la différence entre le plan d'action sur le genre dans la CNUC et lors de la CBD, comme l'a mentionné Amélia. Comme l'a dit Amélia, l'important du plan d'action sur le genre, c'est la mise en œuvre du cadre de la biodiversité, alors que dans la CNUC, il s'agit de la mise en œuvre du plan de travail de Lima et non de la CNUC. C'est ce plan de travail sur le genre plus spécifiquement. Et donc, c'est là qu'il faut faire cette différence. Et cela limite son potentiel pour avoir un impact systémique au niveau national. Donc, comme Emilia l'a partagé, voici comment le plan d'action de la CNUC sur le genre est organisé. Il y a un premier aspect sur le renforcement des compétences, la gestion des connaissances et la communication, l'équilibre du genre, la participation et le leadership des femmes, un autre point sur la cohérence, un 4e point sur la mise en œuvre sensible au genre et les moyens de mise en œuvre,
Et le dernier point, sur le suivi et le rapportage. Donc ensuite, là-dedans, nous avons des chronologies, nous avons des produits livrables et des acteurs et aussi un ensemble d'activités dans tout chacune de ces domaines. Donc juste pour faire un petit retour en arrière. Donc nous avons eu un très grand travail qui a été fait sur le plan d'action sur le genre l'année dernière et nous sommes maintenant en train d'élaborer un nouveau plan d'action sur le genre qui sera très ambitieux. Mais par rapport à ce que nous avons appris du dernier plan de travail, c'est que le fait de désigner des points focaux sur le genre et le changement climatique au niveau national était déterminant et cela s'est accéléré. Cela a pu permettre de mieux suivre la participation et le progrès de cette participation. Et au niveau des plans d'action sur le genre, il y a eu des programmes de renforcement des compétences pour les femmes qui a été organisé par des organisations de la base et des communautés autochtones. Donc tout cela a bien fonctionné, mais ce qui n'a pas fonctionné, eh bien, ce qui n'a pas fonctionné dans le programme de travail de Lima, c'est pardon, donc ce que je disais, c'est que le Fonds d'action de Lima a permis d'améliorer la participation et le suivi de cette participation. Les plans d'action de genre ont été adoptés au niveau national également. Et cela a été fait aussi en collaboration avec des organisations de la base et des communautés autochtones. Mais lors de l'implémentation, de la mise en œuvre du dernier plan d'action sur le genre, il y a eu bien sûr des conséquences non désirées. C'est que ce plan d'action sur le genre a finalement créé des silos entre les problématiques de genre. On a pu le voir que le fait dans la négociation des finances, par exemple, le fait d'avoir des points dédiés au genre, c'était un petit peu un fourre-tout finalement. Et donc, c'était une des conséquences non désirées. Et donc, pour le prochain plan d'action sur le genre, on doit vraiment travailler pour empêcher ces conséquences non souhaitées. Mais ce qu'on a également remarqué, c'est qu'après avoir c'est qu'avoir ces points focaux venait avec quelques défis. Et il y avait aussi, par exemple, ils avaient du mal à se faire reconnaître par leur propre gouvernement et ils ont eu du mal forcément à se faire entendre au niveau national pour influencer sur les négociations et cela a peu freiné leur travail au niveau national. Et bien sûr, ils n'ont pas forcément eu leurs ressources parce que les points focaux sont bien sûr très enthousiastes à faire leur travail, à travailler avec les communautés, mais comme leur gouvernement ne donne pas les ressources suffisantes, alors ils ne peuvent pas réaliser ce travail comme ils le souhaitent. Et donc voilà, ce manque de soutien de part des gouvernements a été un grand défi. Donc, par rapport au plan d'action sur le genre de la CVD, où il est extrêmement bien indiqué que les gouvernements doivent allouer des ressources aux points focaux. Donc, un autre point que l'on a pu observer dans la mise en œuvre de ce plan d'action sur le genre, c'était que les activités étaient organisées en fonction des événements et il y avait du mal à faire du suivi et à continuer sur l'élan qui aurait pu être créé suite à ces activités. Et donc, c'était vraiment des activités qui étaient binaires et qui manquaient d'intégration plus générale et d'intégration intersectionnelle. Donc, par exemple, il y a eu le renforcement de compétences des femmes, mais cela n'est pas allé au-delà et cela n'a pas forcément touché à d'autres soucis et d'autres inégalités de type handicap ou des femmes dans des conditions rurales. Donc, on a bien vu que là, c'était limité en termes de mise en œuvre.
Et donc, voilà les choses que l'on a appris de ce plan d'action genre. Et donc, nous espérons résoudre ces soucis dans le prochain. Alors, comment en sommes-nous arrivés là? Eh bien, après donc l'adoption du programme de travail de l'an dernier, nous avons établi, organisé des ateliers au début de cette année. Et puis, donc, lors des sessions du SBI, alors ces ateliers avaient des aspects très techniques pour véritablement approfondir le programme de travail et répondre à ces lacunes, mais aussi pour comprendre le contexte externe. Donc voilà comment nous avons vraiment développé ces ateliers comme un processus participatif. Nous avons élaboré une note informelle concernant les PAG. Donc, c'est un document que nous avons en notre possession. Nous avons également eu un deuxième atelier à Addis Abeba qui nous a permis de passer à l'étape suivante. Nous avons réuni les parties, la société civile, pour véritablement interroger, réviser tous les documents élaborés. Et c'est ainsi que nous avons pu faire ce suivi. Et cela a pavé le chemin vers Belém, qui commence donc très bientôt. Et nous avons laissé donc la main au coprésident pour le document final. Alors, nous avons eu plus de 100 délivrables. Hein. C'est beaucoup de travail, beaucoup de documents. Et pour la première fois, il y a une mention spécifique, même si elle est encore entre crochets, mais une mention hein, donc de la coordination entre les organes subsidiaires avec les différents organes des Nations Unies, des différents processus et également les organes de la CDB, même si la référence est plutôt faite au secrétariat plus qu'au processus dans son entièreté. Mais il y a donc une possibilité de créer une coordination complète hein, pour donc faire face aux lacunes révélées. Alors, comme je le disais, tout cela reste encore entre crochets. Mais l'identification a été faite de différents points focaux pour ces initiatives. Il y a donc un point focal pour la CDB qui doit être en coordination avec donc les points focaux donc des différentes conventions, dont celle sur la lutte contre la désertification et des changements climatiques. Et enfin, je voulais simplement souligner à nouveau ce qui a été dit, et je pense que cela sera un bénéfice pour tout le monde. Et il est très intéressant pour nous d'avoir l'expérience hein, de la convention, donc de la lutte contre la désertification. Et pour nous, les lacunes en termes d'ambition devraient être couvertes pour que les gouvernements puissent véritablement discuter en profondeur et réimaginer des solutions et répondre hein, donc à tous ces défis et prendre en compte la situation des femmes dans un contexte de changement climatique où tout change très très vite. Cela doit être pris en compte dans toutes les conventions de Rio et créer hein, une cohérence des synergies entre les conventions pour répondre à ces défis, hein, donc aux défis auxquels font face les femmes dans ces situations, et d'avoir suffisamment d'outils pour répondre à ces différents défis. Et il est très important pour nous de ne laisser personne de côté.
Et c'est aussi un engagement que les parties ont pris. Il est donc nécessaire de les responsabiliser envers leurs engagements. Nous devons avoir des indicateurs mesurables et ambitieux. Et j'étais ravie donc de vous écouter avant donc sur tous ces thèmes. Je crois qu'il y a ici beaucoup d'informations pertinentes et j'ai hâte de voir des engagements très clairs auprès des activités de financement, de ressources, mais aussi de plaidoyer pour l'intégration donc des plans d'action de genre dans les actions climatiques. Je crois que c'est tout donc de mon côté, de notre côté. Alors la plupart d'entre nous vont très bientôt décoller pour Belém. Donc vraiment, nous nous sommes préparés pour avoir une influence importante, pour faire entendre notre plaidoyer et demander des plans d'action genre ambitieux, influents et engagés. Merci encore donc de cette collaboration et il est très important donc d'apprendre les unes des autres pour répondre à ces lacunes et pouvoir prendre des actions dans les prochaines semaines. Et sur ces mots, je rends la parole à Amélia. Merci beaucoup, Michel, pour donc cette présentation, pour ces informations et cette richesse. Et pour nous permettre de comprendre les enjeux. Beaucoup d'entre nous ne sont pas forcément engagés auprès des conventions liées au climat, donc merci de nous avoir partagé autant d'informations d'une manière aussi claire et fluide. Merci donc pour cela et je voudrais maintenant inviter ma collègue Ilse Beckmans de donc TMQ Research qui va vraiment nous parler de comment ces PAG peuvent être en lien et comment demander une mise en œuvre conjointe des différents plans, que ce soit donc du climat ou de la lutte contre la désertification, ainsi que de la CDB. Merci beaucoup pour cette présentation. Merci de m'avoir invité à parler aujourd'hui. Alors, en effet, nous parlons de comment créer des synergies entre ces conventions autour donc des droits fonciers des femmes. Alors, ces droits fonciers des femmes sont vraiment notre point d'entrée pour créer, imaginer des synergies entre les conventions de Rio. Et en même temps, ces conventions sont une bonne plateforme pour nous pour approfondir notre plaidoyer pour les droits fonciers des femmes. Alors j'espère que ma présentation ne sera pas trop abstraite et que je puisse clairement vous expliquer donc mes arguments. Et je voulais pour cela vous partager une petite vidéo qui va expliquer comment les droits fonciers, leur sécurisation, sont en lien avec les actions environnementales. Alors, je ne sais pas si cela fonctionne. On dirait que oui. Alors malheureusement, le son est très très bas sur la vidéo. Il est donc impossible de pouvoir la traduire. Alors, les conséquences sur le peuple pourraient les rendre encore plus vulnérables à cause d'impacts climatiques et à cause des risques de la perte d'accès à la terre à cause des initiatives climatiques. Eh bien, cela va à l'encontre des droits et doit être central dans notre plaidoyer pour que les femmes aient un chemin. Et notre initiative cherche à rendre les droits fonciers aux femmes Alors malheureusement, la vidéo ne fonctionne pas très bien.
Alors, nous développons une feuille de route pour assurer que ces plans reflètent les réalités locales pour que les femmes puissent trouver des solutions qui donnent le pouvoir à la transformation pour tout le monde. Alors, soyons unis pour donner forme au futur de notre Terre. Alors, je vais plutôt partager ma présentation. Désolée pour ces petits problèmes techniques. Voilà, alors cette vidéo était pour vous montrer pourquoi les droits fonciers sont essentiels pour atteindre les objectifs des conventions de Rio, que nous parlons de la dégradation des terres, de la restauration des sols, de la désertification, bien entendu. Nous parlons de protection de la biodiversité, bien entendu. Nous parlons donc de la terre et de ses ressources. Même lorsqu'on parle de mesures de mitigation, d'atténuation, d'adaptation, eh bien, celles-ci sont toujours quasiment liées à la terre. Donc, les droits fonciers sont donc le point d'entrée parfait pour travailler sur la cohérence et la synergie entre les trois conventions de Rio. Nous avons donc fait une analyse pour voir comment les droits fonciers sont déjà présents dans les GAP. Nous avons regardé les trois plans d'action globaux et nous nous sommes rendus compte que les trois conventions reconnaissent le lien ou l'importance de l'équité de genre pour des actions environnementales efficaces. Donc c'est déjà un bon point, bien entendu, mais la question est de quelle manière cela se traduit-il en objectifs et en actions, bien entendu. Mais en tout cas, la reconnaissance de l'importance de ce lien est déjà présente. Les trois plans d'action genre font référence également aux droits humains, également au droit à un environnement sain et à tous les droits humains qui sont liés à la Terre. Les trois plans d'action demandent également plus de recherche, plus de données qui puissent être utilisées comme données probantes pour les plaidoyers basés sur des données probantes qui puissent montrer ces liens. Le deuxième point d'analyse que nous avons regardé, c'est de quelle manière ces trois plans d'action incluent l'accès aux ressources et aux droits fonciers pour les femmes rurales et autochtones. Alors encore une fois, les trois conventions demandent cet accès aux ressources avec certaines différences. Dans certains PHG, on parle donc d'accès aux droits fonciers. La Convention contre la désertification parle également de l'accès aux connaissances, à la technologie, ainsi qu'à la gestion des ressources. Mais en tout cas, cet accès aux ressources est mentionné dans les trois, malgré donc certaines différences et certaines spécificités. Concernant le leadership, la représentation et la participation des femmes, eh bien, c'est aussi un point qui est reflété dans les trois PHG. En général, il s'agit donc de participation dans les processus de prise de décision, la participation à l'élaboration et à la mise en œuvre des actions environnementales. La CDB et la CNUC soulignent particulièrement la participation des femmes dans la décision donc de la planification foncière et sur comment établir des pratiques durables de gestion des terres. Et pour la Convention contre la désertification, il s'agit plus donc des processus d'utilisation des terres.
il est fait mention également donc de femmes déléguées et de leur participation dans des événements internationaux, ainsi que les points focaux nationaux. Alors, je parle de cela car cela fait écho à ce que Michi disait avant, hein, donc concernant la traduction donc ou plutôt la mise en œuvre, hein, des plans donc dans la réalité ici il y a parfois des lacunes, des points faibles, des maillons faibles. Il est donc important d'avoir des formations, un renforcement des capacités et également un soutien financier des points focaux. Cela est très important et reconnu également dans les 3 PAG. Alors, nous avons également regardé la portée de l'intégration du genre dans les différents processus de planification de reporting des conventions. Alors, nous avons vu que les 3 PAG ici demandent une analyse en termes de genre, des évaluations de l'impact ventilé par genre, ainsi que des données probantes ventilées par genre, pour permettre de meilleures prises de décision politiques. Cela est donc présent dans les 3 PAG. Le deuxième point nous parle de financement. Donc les 3 PAG demandent des ressources appropriées pour la mise en œuvre d'actions qui intègrent le genre. Alors il s'agit encore d'un aspect assez faible, hein. Toutefois, la demande est très forte en termes de financement, de budgétisation. Et la Convention contre la désertification demande également une allocation de fonds de marqueurs genre et un accès direct au financement climatique global de la part des organisations communautaires. Donc je voulais souligner les aspects communs et aussi les spécificités à l'intérieur de ces aspects communs de chaque convention. Et enfin, le dernier point, qui est un autre aspect très important, c'est l'utilisation d'indicateurs ventilés harmonisés. Nous détaillerons un peu cet élément par la suite, mais en tout cas, la demande est très forte pour ce type d'indicateur pour réduire la complexité de collecte des données, principalement pour l'élaboration des rapports, pour les processus de reporting, parce que cela est un défi pour de nombreux pays. Donc, ce sera un bénéfice vraiment pour tous les pays, un point très important donc d'harmonisation de ces indicateurs. Et comme je le disais, donc ces 3 PAG présentent déjà cette demande. Alors, la question est maintenant, que pouvons-nous apprendre de ces PAG, donc de la CBD, de la CNUC et de la Convention contre la désertification? Alors, nous avons vu jusqu'à maintenant les points communs, nous avons vu l'importance de la reconnaissance des droits fonciers pour les femmes, nous avons parlé de la promotion de la participation des femmes dans la prise de décision environnementale, la promotion de l'accès aux ressources de la part des femmes. Et nous avons souligné l'importance donc de l'intégration du genre dans les processus d'évaluation, de participation, de gestion du suivi. Alors bien entendu, je n'ai pas mentionné, mais il y a également un appel d'harmonisation entre les approches des différentes conventions. Il y a également un appel de la part de la CNUC pour une gouvernance responsable des terres. Et les PAG demandent une approche coordonnée de ces thèmes. Et là, bien entendu, je parle surtout au niveau global, plus que donc national et local. Bien entendu, un renforcement des capacités de la part des points focaux pourrait faire le lien de la coordination avec le niveau national.
Mais comme je le disais, on se réfère ici principalement à la coordination au niveau global. Alors, que pouvons-nous apprendre ici? C'est donc des opportunités renforcées pour l'accès aux femmes et aux filles. Alors, on parle actuellement surtout de l'accès aux ressources, mais j'aimerais beaucoup en savoir plus de la part de la CDB de manière plus explicite sur comment faire cela. Alors, je voulais vous partager un exemple. Amélie en a déjà parlé plus tôt. Alors, au sein de la CDP, nous avons l'objectif 1 du cadre mondial qui parle de la contribution des femmes et des filles pour donc atteindre les cibles de la Convention pour atteindre ces objectifs. Et on parle donc d'amélioration de l'accès aux terres et aux ressources naturelles. Et en résultat, il y a 3 sous-thèmes. Le premier à voir avec les données de base de référence qui doivent être collectées sur la relation entre la sécurisation de l'accès aux terres et aux ressources au niveau national et qui parle également explicitement d'améliorer les législations nationales pour assurer donc cet accès aux terres de la part des femmes. Et il fait référence directement à la participation des femmes aux prises de décision, surtout celles qui ont à voir avec les droits fonciers, la propriété foncière. Donc voilà ce qui se trouve actuellement dans le PAG de la CDB. Et un autre exemple peut-être. Donc, un autre exemple que l'on peut voir dans le cadre mondial de la biodiversité, c'est par exemple la cible 22. Et cette cible 22 appelle à une représentation, à une participation inclusive des genres dans la prise de décision, etc. Et elle demande à respecter les cultures et les droits fonciers et les droits des territoires et les droits sur les ressources des femmes, des filles et des peuples autochtones. Donc voici ce qu'il en est pour la cible 22. Et c'est les indicateurs qui ont été adoptés lors de la dernière COP de la CBD. Donc pour vous donner quelques exemples de ces indicateurs, il y a la proportion totale des adultes qui ont des droits fonciers sécurisés. Donc, c'est l'indicateur 1,4,2 des ODD. Il y a également l'indicateur de la proportion totale de la population vivant de l'agriculture qui ont des droits fonciers sécurisés sur leurs terres agricoles. Il s'agit là de l'indicateur de l'ODD 5 à 1. Il y a également comme indicateur le nombre de pays qui ont un cadre légal qui garantirait des droits d'accès pour les femmes égaux. Il y a également l'indicateur sur le droit foncier au sein des territoires traditionnels des peuples autochtones. Donc, et bien sûr, le dernier indicateur, c'est les tendances dans le changement d'usage des sols. Voici quelques exemples d'indicateurs dans le cadre mondial de la CVD et cela pourrait peut-être nous inspirer, et par exemple pour la CNUC et aussi pour la Convention sur la désertification. Donc pour conclure, qu'est-ce que l'on peut retenir de la CVD pour les plans d'action genre à venir? Eh bien, c'est que la reconnaissance explicite des femmes en tant que gardiennes et protectrices de la territoire et la reconnaissance des égalités dans la gestion des terres, c'est quelque chose qui est déjà fait dans la CNUC et la CBD. Il y a également le fait de promouvoir de façon explicite l'accès sécurisé des femmes à la propriété foncière et à la ressource naturelle.
le fait de promouvoir la participation des femmes dans les processus de planification des terres et d'aménagement foncier et de renforcer le leadership des femmes dans les décisions de suivi, d'apprentissage et de surveillance des pratiques. Il y a également le fait de construire et de renforcer les compétences des points focaux nationaux sur le genre, euh, et les traduire du plan d'action sur le genre en action locale. Et bien sûr, le fait d'inclure les droits des femmes dans les objectifs, les activités, les indicateurs. Et peut-être qu'il faudrait s'inspirer des indicateurs qui sont présents dans le cadre mondial, les cibles 22 et 23, mais bien sûr, il ne s'agit pas d'une compétition, même si certaines conventions sont un peu en retard à ce sujet-là. Il faut bien sûr également prévenir et réagir face aux violences basées sur le genre, et notamment en relation avec l'accès foncier et l'accès aux ressources. Donc c'est quelque chose qu'il est vraiment important d'adresser, et c'est quelque chose qui est important d'adresser, de donner les droits fonciers aux femmes en pratique et non pas que dans le texte. Donc, cela va peut-être au-delà de notre influence à notre niveau actuel, mais voilà les enseignements que l'on peut tirer des indicateurs qui sont déjà présents dans la CBD. Donc, ce sont des enseignements qui seront intéressants de mettre en œuvre. Et en ce qui concerne les violences basées sur le genre, il y a vraiment des lacunes dans la CNUC, et c'est quelque chose auquel ils vont remédier dans le prochain, auquel ils devraient remédier dans le prochain plan d'action genre. Donc, on peut faire bien sûr des références à différentes pages, à différents résultats escomptés. Et si vous voulez, je peux vous partager l'article que nous avons soumis avec l'initiative pour les droits fonciers des femmes, qui est un groupe activiste. Nous avons soumis un article et je pourrais vous le partager. Donc voici vraiment pour résumer quelques exemples des leçons que nous pourrions tirer de la CBD et qui pourront nous aider à adresser les lacunes des plans d'action genre dans la CNUC et la Convention sur la désertification. Donc merci beaucoup Ilse, merci beaucoup Michi pour votre présentation. Nous allons maintenant passer aux questions. Et donc voici une petite mise à jour parce que nous avons bien sûr, comme d'habitude, plus de temps. Nous n'allons pas faire les salles de discussion, mais nous voulons écouter vos réponses pour les questions qui vous ont été posées dans le chat. Donc, on va essayer d'être le plus bref possible, le plus rapide possible pour la réponse aux questions dans le chat, avant de passer à la question qui sera posée à vous tous. Donc, je vais prendre peut-être juste deux ou trois questions qui ont été posées, et je présente mes excuses aux autres qui auront posé des questions auxquelles nous n'aurons pas répondu. Ce n'est pas intentionnel. Et j'encourage les panélistes à répondre aux questions dans le chat directement pour les questions auxquelles nous n'aurions pas répondu. Je vois qu'Amélia l'a déjà fait pour certaines questions, et merci beaucoup pour ça, Amélia. Donc, je vais peut-être poser les questions à vous tous et toutes. Il y a une question de Michi qui pose la question sur la stratégie du caucus femmes et genre pour faire avancer le programme juste en termes de genre. Et pour ici, il y a une question qui est quels sont les mots exacts pour l'accès direct au financement pour les femmes? Et donc, pour répondre à ça, on peut
Et une autre question sur les impératifs, l'impératif de renforcer le renforcement des capacités pour les plans d'action genre dans la biodiversité et le climat. Et la question, c'est comment est-ce que l'on peut rendre visibles les réalités qui sont diverses, les contributions qui sont diverses, les défis divers auxquels font face les femmes à travers le monde, et notamment avec des plateformes qui seraient donc accessibles, peut-être une base de données. Donc, moi, Michi va répondre pour commencer. Elle va très bien. Donc, je vais répondre rapidement. Donc, en ce qui concerne la stratégie pour la CNUC, nous avons des messages, nous pourrions vous les diffuser. Et dans ces messages, nous mentionnons nos demandes précisément. Et c'est des messages que nous diffuse avec d'autres groupes, avec d'autres syndicats avec lesquels nous travaillons et avec d'autres partis avec lesquels nous sommes en lien. Et l'objectif, c'est d'être le plus visible possible et de faire entendre notre voix. Et bien sûr, de faire entendre nos demandes en termes d'un programme pour une transition juste. Et donc voilà, il faut participer à des dialogues, il faut et nous demandons la mise en place de mécanismes spécifiques. Nous avons des propositions très détaillées pour les mécanismes. Pour les personnes qui sont intéressées et qui seront présents à la COP, nous pouvons bien sûr partager plus de détails à ce sujet-là. Et nous avons donc des actions pratiques que nous proposons lors de ces négociations pour faire avancer ce programme de transition juste pour les femmes. Merci beaucoup, Michi. Merci d'avoir été rapide. Ici, je vais te demander d'être également concise. Et c'est très rapide pour moi d'être rapide parce que je n'ai pas de réponse appropriée à l'heure actuelle. Donc, c'est un peu dommage, mais en même temps, c'est pratique. Donc, l'accès direct au financement n'est pas clairement défini. Ou alors, c'est quelque chose duquel je ne suis pas au courant. Je devrais peut-être consulter le texte à nouveau. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas décrit de façon explicite. Il y a différents aspects et bien sûr, il est important que différentes initiatives soient rendues possibles pour que le financement soit plus directement accessible par les organisations de la base. Donc, bien sûr, il y a des initiatives de financement qui peuvent rendre disponibles des fonds au niveau local et au niveau local, ils peuvent candidater directement. Et donc, c'est vraiment à nous de trouver des solutions et de trouver des études de cas concrètes avec des exemples réussis, des réussites pour les partager et voir comment nous pouvons nous améliorer. Et bien sûr, au sein de la CNUC, il y a le fonds pour les pertes et dommages et c'est des discussions importantes à avoir pour que ces fonds-là soient accessibles de façon directe par les organisations de la base. Est-ce qu'il y a d'autres réponses à apporter aux questions? J'essaye de répondre dans le chat. Merci beaucoup, Amélia. Michi, Ilse, je vous invite à regarder les questions dans le chat et à y répondre si vous le pouvez. Et on va passer à la dernière section de notre réunion d'aujourd'hui, la dernière partie d'aujourd'hui. Merci beaucoup de me passer la parole, mais en fait, c'est à vous la parole maintenant. Parce que comme nous l'avons mentionné au début, l'un des objectifs principaux d'aujourd'hui, c'est de trouver des idées communes sur des stratégies qui ont déjà réussi et que nous pourrions mettre en place dès aujourd'hui pour aider nos collègues dans la sphère climatique pour sortir de la COP30 avec un plan d'action genre solide qui soit adopté à l'issue de la COP30. Donc maintenant, on va prendre vos idées et
des choses que vous souhaiteriez mettre en avant. Et on a donc une question principale pour guider vos retours. Quelles sont les leçons que vous avez tirées des négociations et de la mise en œuvre du plan d'action genre pour la biodiversité qui pourraient nous aider à modeler le futur PAG climat à venir? Donc voilà, la parole est à vous parce qu'on sait que vous participez tous à des actions de plaidoyer, vous avez convaincu des personnes dans ces arènes internationales. Et donc voilà, selon vous, quelle stratégie nous devrions mettre en œuvre à l'heure actuelle pour faire progresser le PSG climat? Michi nous a déjà partagé ce qu'ils ont fait, qu'ils ont mis en place au cours des différentes années. Elle nous a également partagé l'état actuel des choses. Donc, je vous invite à être créatif ou créative et à nous partager ce qui a fonctionné de votre côté. Donc, pas forcément dans le contexte climatique, mais dans vos travaux de plaidoyer à tout niveau. Donc voilà, levez la main et comme ça, on pourra vous donner la parole. Donc, lorsque vous faites du plaidoyer dans votre travail, à la maison ou à l'université, quelles sont vos stratégies? Oui, donc je vois qu'il y a une main levée. Angela, tu peux prendre la parole. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, très clairement. Donc, je suis au Ondo du Kenya. Je fais mon doctorat en Afrique du Sud et ce que j'étudie, c'est la connaissance autochtone parce que je travaille sur les foyers et comment ils s'adaptent au changement climatique et comment les rôles des femmes sont impactés. Parce que beaucoup des politiques que nous avons et beaucoup des initiatives, des cadres, il y a cette grosse lacune entre la connaissance autochtone, ce qui se passe sur le terrain, et les récits qui sont diffusés par les politiques et par les gouvernements. Et donc, je trouverais qu'il serait très intéressant de faire un plaidoyer pour toutes ces choses au niveau international. Parce que les femmes font des choses, mettent des choses en place pour s'adapter au changement climatique sur le terrain. Et, et par exemple, dans mon pays, lorsqu'il y a des inondations et qu'elles doivent prendre soin des personnes, par exemple, il y a des personnes qui ont des fauteuils roulants et les fauteuils roulants sont entraînés au loin par les inondations. Et donc, les femmes doivent mettre en place des stratégies qui ne sont en fait jamais rendues visibles. C'est-à-dire qu'elles prennent soin de ce qui se passe sur le terrain, elles prennent soin des foyers, elles prennent soin des communautés pour s'adapter à tous ces changements-là. Et donc, je pense que cette connaissance autochtone, cette capacité d'adaptation autochtone pourrait vraiment guider nos stratégies. Merci beaucoup, Angela. C'est vraiment un point important que tu soulèves. On va écouter ensuite Camilla puis Salvatrice et on pourra discuter de comment ces points pourraient être intégrés. Donc Camilla, je vais te demander d'ouvrir ton micro, comme ça tu pourras prendre la parole. Oui, merci beaucoup. La question était très générale, elle ne parlait pas que du travail politique. Donc je vais parler de mon expérience en tant que migrant. Donc j'ai souvent dû passer par des procédures juridiques et ce qui a fonctionné souvent pour moi, c'était quand même très basé sur le conflit. Mais lorsque vous faites face aux notaires, aux juristes qui traitent vos dossiers et que vous voyez que ces personnes-là ne réagissent pas, c'est d'envoyer une lettre très officielle et de mettre en copie toutes ces personnes de la hiérarchie. J'ai souvent parfois même mis en copie le maire et le maire des villes alentours parce que à cause de la façon dont le tissu social est organisé là où j'habite. Parce que le maire de la ville n'est pas forcément le maire de la ville qui va gérer les papiers
Donc peut-être le fait d'avoir des mères, s'il y a des maires d'autres villages qui ne sont pas du même parti, alors ils vont pouvoir dire, oh, regardez, ce maire ne fait pas son travail comme il faut. Ils peuvent le pointer du doigt. Donc, parfois, ils ne répondent pas très bien à mon courrier, mais cela résout souvent le problème. Et, et donc, dans mon travail d'activiste de protection des consommateurs, alors il est intéressant de notifier lorsque vous vous sentez abandonné par certaines instances et leur indiquer que vu que vous ne vous occupez pas de mon cas, je vais aller discuter avec telle ou telle autre instance. Cela les a souvent fait réagir. Et donc, voici comment j'ai pu résoudre certains de mes problèmes. Et par exemple, j'ai eu un grand problème avec une banque très importante en Allemagne. J'ai fait une plainte auprès de l'organisme qui supervise les banques au niveau en Allemagne. Et j'ai dit à cette banque que j'avais porté plainte auprès de cette instance-là et ils ont d'un seul coup résolu mon problème. Donc, je ne sais pas comment on pourrait traduire cela au niveau international, au niveau des discussions, des négociations internationales, mais ça pourrait peut-être être utile. Merci beaucoup. Merci pour ce partage. Et Salvatrice, si tu veux prendre la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vois que nous sommes dans une étape de transition et c'est quelque chose qui est très important lorsqu'on parle de changement climatique, lorsque l'on parle de justice en termes de genre et lorsqu'on parle de développement durable. Et bien sûr, on le sait, il n'y a pas de développement durable sans justice de genre. Et la justice de genre est vraiment la clé. Et j'espère que dans c'est quelque chose qui sera très clair pour les plans d'action genre à venir et que les partis se rendront compte que qu'une transition juste euh, et que ce concept de justice en termes de genre et de transition, c'est quelque chose qui est nouveau sur l'arène internationale et c'est très important. Merci beaucoup d'ailleurs d'avoir mis cela sur la table. Ensuite, il y a un autre concept, il y a l'intersectionnalité. Nous parlons de genre, mais lorsque l'on parle d'intersectionnalité, lorsqu'on parle de femmes qui sont porteuses de handicap, lorsqu'on parle de femmes qui sont membres d'autres communautés vulnérables, comme la communauté LGBTQI+, c'est aussi un concept important. Et donc, merci beaucoup d'avoir mis ces concepts sur la table. Et c'est quelque chose qu'il est important d'intégrer dans tous les plans d'action genre à venir. Merci beaucoup, Salvatrice, pour ces partages. Nous allons maintenant écouter Bertha. Merci. Donc, très rapidement, je vais partager notre expérience. C'est que le niveau local, c'est qu'il est important de soutenir et de renforcer le développement des compétences des femmes au niveau local. Parce que travailler avec les femmes au niveau local est important et cela cela renforce leur leadership et lorsque leur leadership est renforcé au niveau local, elles peuvent donc renforcer leur leadership au niveau politique et au niveau économique. Et c'est quelque chose qui est important de mettre en œuvre et donc de travailler au niveau local avec les femmes. Merci beaucoup, Bertha, et merci d'avoir partagé cela dans le chat. Et on va l'intégrer dans les stratégies. Je vais maintenant inviter Michi. On va d'abord écouter Caro et nous passerons ensuite à la conclusion et aux prochaines étapes, parce qu'il s'agit là juste du début d'une conversation que nous espérons continuer avec vous dans les jours qui viennent. Caro, prends la parole. À toi. Merci beaucoup. Je vais parler en espagnol.
Et ça m'aidera à avoir des idées plus claires. Donc, merci beaucoup pour cet espace. Et j'aimerais dire deux choses. La première, c'est l'importance de rendre visible et de reconnaître le lien entre l'éducation et les connaissances locales. J'ai travaillé, une des choses sur lesquelles j'ai travaillé, c'est l'articulation entre les instances formelles et informelles d'éducation au niveau local avec les promoteurs et les générateurs de connaissances. Donc, par exemple, les sages, les personnes qui récoltent les fruits, les pêcheurs, donc toutes les personnes qui ont de la connaissance climatique avec l'environnement ou les connaissances à la Lune, par exemple, et voir comment ces connaissances-là pourraient être inclus dans les plans d'action au niveau communautaire et dans les écoles au niveau communautaire et dans les différents espaces communautaires. Mais aussi comment ces connaissances pourraient être mieux articulées avec les leaders locaux. Donc nous avons travaillé avec les chasseurs, mais aussi avec les femmes qui récoltaient les fruits et avec d'autres leaders locaux, et comment est-ce que leurs connaissances pouvaient être intégrées dans différents espaces, parce qu'ils ont des connaissances qui ont trait avec tous les différents espaces naturels, la forêt, la mer, et comment est-ce que leurs connaissances pourraient être rapportées à des espaces plus formels et officiels. Mais il faut aussi voir comment est-ce que cela pourra fournir une base pour la prise de décision au sein des réseaux de prise de décision locales. Et donc, l'intérêt, c'est de voir comment ces espaces pourront donc ensuite avoir un effet ricochet sur d'autres instances au niveau national, au niveau régional. Parce qu'avec ces accords internationaux, nous voyons bien que leur base, ce sont les territoires, parce que c'est là où il y a un impact de toutes les activités qui sont réalisées par les femmes et par les hommes et toutes ces connaissances traditionnelles et bien sûr par la jeunesse. Donc c'est bien au niveau territorial. Donc la question, c'est comment est-ce que l'on peut renforcer ces plans d'action genre. Parce que, pour donner un exemple, il y a quelques semaines, j'ai travaillé sur un projet d'éducation sur la biodiversité et l'interpellation avec le PSG. Et donc, il fallait travailler avec les instances chargées de l'éducation pour articuler cela. L'autre point, c'est l'importance de souligner ce que cela veut dire d'être un défenseur. Parce que dans les différentes instances, les différentes arènes de discussion, il y a différentes façons de mettre en place cette défense. Parce que pour certaines, il faut sortir de son pays, ou alors comme ce qu'a dit notre collègue qui a parlé de son expérience en tant qu'immigrante. Donc voilà, il y a différents niveaux de défense et il importe que les instances comprennent ces différents niveaux de défense et notamment lorsqu'il y a tant d'influence des réseaux sociaux. Et donc la question, c'est comment est-ce que ce concept de défense est quelque chose d'individuel, mais c'est un rôle que nous jouons tous au niveau de la biodiversité. Et c'est un rôle qui est à la fois intérieur et interne, mais qui a un rôle aussi très important pour maintenir la flamme au niveau local et l'élan au niveau local pour la défense de l'environnement. Et qui peut avoir donc un effet ricochet au niveau national. Et donc, c'est des choses-là qui sont intangibles et qui est difficile d'expliquer. Parce que beaucoup d'entre nous, nous utilisons les réseaux sociaux, ou alors nous ne sommes pas forcément un visage connu de façon publique. Et les gouvernements sont les instances qui sont les personnes qui mettent en œuvre ces différentes mesures de défense et qui peuvent donc commencer à mettre en œuvre les concepts. Donc, par exemple, il y a ce concept d'inscrire ce qu'est le fait d'être un défenseur, un rôle encrypté, inscrit. Et cela pourrait donc éviter
l'identification de qui est un défenseur. Donc, ce cryptage de l'identité des défenseurs pour les protéger. C'est quelque chose qui est intéressant pour les défenseurs. Et il est aussi important de souligner que la participation, ce n'est pas simplement créer les espaces pour que les voix des femmes soient là, mais aussi comment les réseaux des femmes pour la biodiversité peuvent peser et peuvent peser sur la sauvegarde des espèces qui sont et qui peuvent aussi donc lutter contre les violences basées sur le genre au sein de leur foyer. Merci beaucoup, Caro, pour ces points-là. Merci beaucoup d'avoir partagé tes expériences et tes idées. Nous sommes très en retard. On va écouter Raquel et après nous conclurons. Et après, nous conclurons. À toi, Raquel. Merci beaucoup. Alors, très rapidement, eh bien, une des stratégies, hein, et je pense que nous le faisons vraiment très bien dans notre campagne donc de personnes qui soutiennent la biodiversité, bien, c'est justement ce qui nous manque, montrer les victoires que nous avons déjà eues. Et de tout ce qui a été partagé dans ces sessions, eh bien, on voit qu'il y a beaucoup à montrer, c'est-à-dire de vraiment utiliser toutes ces victoires pour motiver plus de personnes, plus de femmes, plus de réseaux, faire grandir ce mouvement et le faire grandir en force. On parlait de l'articulation, de la coordination, cela est très important entre les différents mouvements. Il n'y a pas que les conventions qui peuvent être articulées, mais aussi les réseaux, les mouvements. Et je pense que c'est quelque chose de très puissant que nous devons vraiment utiliser. Voilà, merci beaucoup Amélia. Merci beaucoup. Oui, nous prenons note de ces points. Michi, est-ce que tu es encore là? Oui, je suis là, je serai toujours là avec vous. Donc merci encore pour ces questions, ces commentaires, ce qui a été dit aujourd'hui. Et j'ai ma collègue ici qui co-coordine le grand groupe de femmes. Elle a pris note de toutes les actions clés qui ont été mentionnées avant de clôturer cette session. Je voulais partager juste quelques réflexions rapidement, principalement concernant les connaissances autochtones. Nous essayons, donc nous faisons un plaidoyer pour intégrer un langage qui fasse référence à ces connaissances, qui parle également d'espaces sûrs, par exemple au sein donc des conventions, afin de faire le suivi donc des espaces autour de la COP pour faire en sorte que c'est un espace sûr, surtout pour les femmes, et de rendre ces processus beaucoup plus inclusifs. Et il est important de faire face à des problèmes structurels, comme par exemple la violence, l'exclusion des femmes, et d'assurer qu'elles soient véritablement intégrées dans tous les espaces de conversation autour de la biodiversité et du climat. Et donc de faire entendre leur voix dans les processus de prise de décision pour faire en sorte que les gouvernements intègrent aussi donc toute cette terminologie autour de l'intégration. Et le projet actuel est vraiment le fruit de tout ce travail d'activisme, de plaidoyer, et nous serons ravis de travailler avec toutes les personnes engagées auprès de cela, faire le suivi de toutes les activités importantes. C'est donc vraiment une invitation à toutes les personnes ici présentes, que vous alliez ou pas à Belém, de vous dire encore une fois que notre groupe est ouvert. Ma collègue Claudia va vous partager notre courrier. Si vous avez des recommandations également sur des actions qui pourraient être prises, des terminologies qui pourraient être incluses, eh bien, nous sommes tout à fait ouvertes à recevoir ces contributions. Et sans plus attendre, je voudrais remercier ma collègue du caucus qui a fait tout ce travail impressionnant pour
que ces sessions soient possibles. Et alors malheureusement, de nombreuses collègues de notre groupe sont dans d'autres réunions, mais je voulais quand même leur partager toute mon appréciation hein, pour tout le travail qu'elles ont fait. Merci de tout ce partage des stratégies qui fonctionnent, de comment les renforcer. Et vraiment, je vous invite à travailler en collaboration. Nous savons hein, que, comme, en tant que femmes, que tous ces thèmes sont intrinsèquement liés. Et merci encore donc pour tous ces efforts qui sont faits pour rendre possible ce travail, ce type de session et ce travail participatif collectif. Et nous espérons que dans les prochaines années, nous continuerons à échanger de manière enrichissante entre donc nos différents groupes, les différentes conventions, les différentes actions afin de faire face également à tous les obstacles qui essayent de bloquer les progrès et les avancées. Donc mon appel est de continuer à travailler ensemble et de continuer à intégrer une approche holistique et intégrée. Donc merci encore à toutes les personnes qui nous ont suivis pendant donc cette heure et 7h40. Hein. Et sans plus attendre, je voudrais laisser la parole à ma collègue Amélia pour clôturer ce webinaire. Merci beaucoup, Micheline. Merci à toutes les personnes ici présentes. Je voulais simplement dire qu'il y aura donc un suivi par email pour vous partager les diapositives, toutes les prochaines étapes et toutes les questions qui n'ont pas eu réponse aujourd'hui, eh bien, nous demanderons donc à nos oratrices de partager leur point de vue là-dessus pour que nous puissions vous partager de manière collective toutes ces réponses. Et nous espérons élaborer un document de 2 pages avec toutes ces perspectives féministes, ces plaidoyers, ces stratégies, afin de pouvoir partager ce document aux différents groupes, aux différents réseaux qui travaillent dans le monde entier sur ces thèmes. Et nous allons vous contacter pour que vous puissiez réviser ces documents, voir s'il y a des choses que vous souhaiteriez ajouter, peut-être des éléments qui n'ont pas surgi aujourd'hui, mais qui pourraient être utiles pour ce type de document. Et pour donc suivre les mots de Michi, eh bien, l'intention est d'avoir des réunions de plus en plus régulières. Nous espérons qu'après ces années intenses en COP et en réunion, nous pourrons avoir plus de temps pour nous réunir. Je sais que vous toutes êtes engagées dans une grande quantité de processus et je sais que beaucoup d'entre vous nous ont également demandé de créer ces espaces de collaboration. Et je voulais vous rassurer sur le fait que nous sommes en train de chercher des moyens de travailler ensemble, de collaborer de plus en plus. Et comme je le disais, nous faisons face à beaucoup d'obstacles dans de nombreux espaces. Et la seule manière d'y répondre, c'est de créer un collectif fort et de nous renforcer les unes les autres, les uns les autres. Donc merci encore pour votre patience, merci de votre présence, Ilse, Shruti, Fatima, toutes les personnes qui ont rendu ce webinaire possible. Et merci encore de votre participation. Nous vous tiendrons au courant des prochaines sessions. Merci encore, Michi, hein, et merci à tous tes collègues de la Convention sur le climat. Merci beaucoup, Amélia. Alors, désolée de prendre la parole. Je voulais simplement terminer avec une photo de groupe, si c'est possible. Parfait, oui. Désolée, Fatima. Alors, je vais vous demander de bien vouloir allumer votre caméra et de faire un grand sourire pour donc garder trace de ce webinaire. Alors, si les interprètes souhaitent également allumer leur vidéo, vous faites toujours partie de ces processus et vous êtes autant experte que nous maintenant à ce niveau. Merci beaucoup.
Merci tout le monde et bonne chance donc pour vos différents voyages jusqu'à Belém. Prenez soin de vous. Euh, Prenez soin de votre corps pour être en bonne santé et forte et surtout, eh bien, prenez bien soin de vous. Merci beaucoup.